Je vais vous parler d'une étude, et c'est la première fois que je le fais. Je suis très content que j'ai mené avec surtout des étudiants, mais c'est surtout un prétexte pour, à la fin, élargir sur des enjeux socio-éthiques de la question de la consommation plus large là, que les médicaments, mais des stimulants à des fins à la fois récréatives ou de réussite ou professionnelle ou à l'école. Je me transformerai un peu en sociologue vers la fin, en bien sûr citant des gens qui ont vraiment cette formation. Donc, l'étude que je vais vous présenter rapidement, c'est une étude qui a été commandée suite à des préoccupations que le ministère de la Santé et des Services sociaux avait en constatant l'augmentation, et il faut dire même au début des années 2000, là, une consommation assez répandue de speed, de stimulants, d'amphétamine, méthamphétamine. Les enquêtes de l'ISQ montraient que chez les jeunes du secondaire 5, ça atteignait des taux de consommation annuelle, prévalence annuelle de 18 %, et c'était davantage chez les filles que chez les garçons. Donc, on était autour de 1 jeune sur 5 qui consommait en secondaire 5 au régulier. Là, ça excluait les jeunes décrocheurs ou dans des curriculums alternatifs. Qui consommaient donc des speeds. Depuis, ça a diminué un peu, mais c'est le contexte qui a fait en sorte que le ministère a mandaté le GRIP Montréal et moi-même là, de mener une étude pour aussi valider la perception que les jeunes consommaient ça, et surtout peut-être les filles, pour un contrôle du poids. Évidemment, la consommation d'amphétamines, c'était au départ aussi surtout lié au contexte rave, festif, de musique techno, mais ça s'est vraiment élargi, démocratisé. Et donc, on a mené une recension des écrits internationaux sur les facteurs de risque et motifs de consommation des speeds, et aussi des groupes sondes spécifiquement au Québec. Et c'est ce que je vais vous décrire. Ça a été publié dans la Revue québécoise de psychologie. Au niveau, je vais passer rapidement pour me rendre à la fin sur les enjeux. Au niveau de la recension, les facteurs sociodémographiques associés à la consommation d'amphétamines, il y avait l'origine ethnique, l'origine caucasienne. Les filles en consommaient davantage. Depuis, les données québécoises, en tout cas, ont montré que ça s'est estompé. Les différences de sexe n'existent plus dans les dernières enquêtes. Ce que je parle, c'est au secondaire, chez les adolescents. Ceux qui avaient des emplois et de l'argent de poche aussi semblaient davantage consommer, et issus d'une structure familiale non intacte, donc de familles séparées. Au niveau des contextes de consommation, comme je l'ai dit, puis comme on le sait, c'était surtout les adeptes de musique techno-rave, mais aussi plus largement les fêtes. Les contextes se sont diversifiés. Aujourd'hui, on va le voir plus loin, et aussi à l'école, au travail, dans une moindre mesure. Au niveau personnel, on recensait des traits de perfectionnisme en particulier et de recherche de sensations qui sont typiques pour la consommation de plusieurs substances, mais en particulier aussi dépression, anxiété, probablement de l'automédication. Donc, c'est difficile de statuer si c'est cause ou conséquence. Des comportements antisociaux, délinquance, c'est assez reconnu pour la consommation en général. Et la consommation d'autres produits qui était le principal facteur dans la littérature. Là. Donc, les jeunes qui consomment déjà de l'alcool ou du cannabis étaient ceux qui étaient le plus représentés dans les jeunes consommateurs de speed. Au niveau familial, la consommation lourde dans la famille, mais en particulier le tabagisme des parents, ressortait comme prédicteur. L'intégration aussi familiale problématique, l'absence de confidents dans la famille. Les styles parentaux démocratiques étaient associés à moins de consommation et négligents davantage, donc la négligence et la santé mentale des parents. Pour ce qui est des pères, ce qui est ressorti, c'est d'avoir des pères consommateurs, qui est aussi un des principaux facteurs de prédiction, surtout pour l'initiation, comme disait Christine tantôt, alors que le maintien de la consommation est souvent plus associé à la découverte de la réponse à certains besoins, ou finalement, ça a une certaine fonction. On a aussi recensé les motifs de consommation de speed, de stimulants en général, dans les études. Les motifs qui ressortaient, c'était suivre les amis dans une soirée tardive, rester éveillé, intensifier la participation à des activités, soit musique, jeux, sport, être euphorique, apprécier la compagnie d'autres personnes, s'intoxiquer,
S'intégrer socialement, avoir une confiance en soi, se rapprocher de quelqu'un et la désinhibition sociale. Les facteurs, les motifs avec un astérisque sont associés dans la littérature à davantage de consommation problématique et à long terme régulière. On a aussi essayé de dégager des différences sexuelles dans les motifs et on a ressorti que, évidemment, c'est pas blanc ou noir. Là, certains motifs sont partagés par les sexes, mais les garçons rapportent davantage des motifs hédonistes, alors que les filles rapportaient dans la littérature davantage de motifs de perte de poids, se sentir attirante, régulation de l'humeur, augmenter les heures d'études tardives, fuir les soucis, la dépression, les problèmes. Qui sont généralement aussi associés à davantage de problèmes. Ensuite, la deuxième partie de l'étude, c'était les groupes sondes qu'on a réalisés ici en banlieue de Montréal. Là. Donc, 2 groupes de filles, 2 groupes de garçons à Longueuil, à Laval. Des jeunes de 14 à 18 ans, 5 à 6 jeunes par groupe. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une étude de grande envergure. On avait un budget limité, évidemment. Mais quand même, ça donne des pistes très intéressantes. Les entrevues ont été conduites à partir de grilles semi-structurées là, qui ciblaient certains thèmes précis qui étaient recherchés, là, tout en laissant quand même la possibilité de s'exprimer sur d'autres questions. Les principaux thèmes, c'était les habitudes de consommation, les motifs de consommation et les perceptions de différence dans ces motifs-là entre les garçons et les filles. On a réalisé une analyse thématique pour dégager des thèmes principaux avec un niveau d'inférence et d'interprétation assez faible là, pour aboutir au résultat que je vous présente rapidement au pas de course. Le speed est typiquement consommé en contexte social, évidemment, entre amis, lors d'événements de type festif. Ça a confirmé ce qu'on avait vu dans la littérature, mais certains aussi le rapportaient la consommation dans des contextes plus variés, dans des parcs, à l'école, à la maison, mais aussi seul, même si c'est moins répandu, ça existe évidemment. Il y avait aussi un élément qui était évident, c'est que la consommation de speed se faisait en polyconsommation avec souvent cannabis et alcool. Principalement, en fait, l'alcool, le cannabis et la cigarette, et semble intensifier la consommation, d'ailleurs, d'alcool. Ça augmenterait les comportements de beuverie. Donc, dans ce sens-là, ça peut être préoccupant. Ça rejoint un peu le même phénomène qu'on observe chez les consommateurs de cocaïne qui boivent aussi souvent d'alcool et les deux sont consommés de pair pour atténuer les effets désagréables de l'autre en rafale, en cascade. Les motifs de consommation qui ont été évoqués, bien, il y a les motifs traditionnels de consommation de drogue en général, comme les motifs hédonistes, de recherche de plaisir, les motifs sociaux, soit d'intégration, de facilitation, de socialisation, ou d'éviter le rejet, la stigmatisation, d'être à l'écart. Les motifs aussi de régulation émotionnelle, donc possibilité d'automédication, là, disons au sens large. Mais ce qui ressortait beaucoup, c'était aussi, et ce qu'on retrouve moins pour d'autres substances, des motifs fonctionnels, qu'on a appelés fonctionnels, donc une hausse de capacité physique ou mentale qui inclut la consommation pour maigrir, pour compléter des tâches ou pour performer, notamment en sport, mais dans d'autres sphères aussi. Les motifs fonctionnels, comme je le mentionnais, s'appliquent surtout au speed par rapport à d'autres drogues et leurs implications sont quand même peu connues. On étudie ça de plus en plus et ça doit être exploré. Et l'usage de speed est un comportement relativement répandu selon ce que les jeunes disaient, mais évidemment, il y a l'effet que Christine mentionnait qu'on retrouve pour tout type de consommation. Les jeunes qui consomment n'importe quelle substance, le cannabis, se tiennent avec des consommateurs et donc souvent surestiment la prévalence de consommation dans l'environnement. C'est d'ailleurs un élément d'intervention en prévention de changer ces perceptions-là pour dire non, c'est pas 99 % des jeunes qui prennent du pot dans l'école, c'est 23. Et donc, on a dégagé des implications rapidement, tenir compte des motifs dans l'intervention, c'est essentiel parce que selon le besoin auquel la consommation répond, les alternatives, les enseignements de stratégie peuvent différer. Tenir compte de la polyconsommation dans l'intervention et mieux renseigner, mettre à contribution les adultes significatifs, médecins intervenants, gravitant autour des jeunes.
En termes d'éléments de discussion, là, je rappelle là, que les motivations fréquentes d'abus d'amphétamine, c'est l'amélioration des performances intellectuelles, meilleure efficacité dans l'accomplissement des travaux scolaires et meilleure tolérance à l'alcool, qui ressortait beaucoup. Des jeunes, en fait, surtout des gars, rapportaient même consommer le speed expressément pour consommer davantage d'alcool. C'était le but premier et principal, parfois unique. Les motifs d'intoxication et de perte de poids prédisent dans la littérature, là, c'est un élément de discussion, puis en lien avec ce qu'on a découvert, l'intensité de l'usage d'amphétamines, donc ça peut être préoccupant. L'usage combiné d'amphétamines et d'alcool prête à une intensification, comme on l'a vu. Ça, je l'ai dit, donc surtout chez les garçons, désolé. Et les filles, davantage pour maigrir et régulation émotionnelle, qui est associée à une consommation régulière, donc, puis qui étaient préoccupées par l'image négative qu'elles sont susceptibles de projeter en consommant que les garçons. Donc, elle disait qu'elle le cachait davantage parce que c'était pas nécessairement bien vu de consommer pour ça. C'est comme un truc caché, un tabou. Et de combien il me reste de temps? 3 minutes. Parfait. Donc, pour terminer, j'élargis sur les enjeux sociaux, éthiques. Je pense que ça touche à beaucoup de choses, puis même incluant aussi ce que Christine a déjà présenté. Il n'y a pas juste les amphétamines, évidemment. Il y a la cocaïne, la caféine, les boissons énergisantes, les nootropes, amplificateurs cognitifs, etc., qui sont consommés, disons, peut-être pas autant que les médias le laissent entendre, mais il y a quand même, dans différents milieux, dans différents contextes, une utilisation de différentes substances pour toutes sortes d'adaptations, de fonctionnement accru. La caféine, évidemment, j'aime bien le rappeler parce que ça fait longtemps que ça existe et il y a même des études, là, j'ai vu sur les enhancers. J'ai vu une étude suisse récemment qui montrait que c'était au-dessus de 50 % la consommation de substances pour performer. Mais on incluait dans le concept de enhancers des soft enhancers comme le café. Alors, bien sûr, j'ai été moins surpris du résultat. Mais c'est juste pour dire que c'est un phénomène qui existe quand même depuis longtemps de consommer des stimulants pour s'adapter. Et s'il n'y avait pas de café dans les universités, les cours seraient certainement plus plates. Donc, ça m'amène à ouvrir le sujet. Est-ce que c'est un problème ou une panacée? Est-ce que c'est une forme d'adaptation? Est-ce qu'il y a un enjeu de panique morale autour de tout ça? Je pense que, personnellement, en tout cas, moi, j'ai une vision très nuancée de ça, dans le sens que il y a toujours eu consommation de substances chez l'être humain pour répondre à des besoins. Puis ces besoins-là, ça peut être utilitaire aussi. N'empêche, il y a peut-être à l'autre extrême une course à la productivité, à la performance, à la compétition qui est remise en question, mais qui est quand même au fondement de notre société, où on cherche la performance. On n'a qu'à regarder les discours officiels de nos gouvernements, de nos dirigeants à tous les niveaux. Il faut performer, il faut faire plus avec moins, il faut se dépasser, mais quand on se dépasse, il faut se redépasser et se redépasser encore à un moment donné. Là, je pense que ça peut devenir effectivement malsain. J'aime bien d'ailleurs les écrits et là, c'est là que je fais appel au vrai sociologue Vincent de Gauljac, un Français qui a écrit sur justement toute cette productivité-là, notamment dans les entreprises et qui rendent les individus fous. Il parle notamment, par exemple, du 110 % qu'il faut donner. Il faut toujours donner son 110 %, mais l'année suivante, le 110 % devient le standard, le 100 %. Et là, il faut donner, encore une fois, son 110 % et encore plus l'année d'après. Et à un moment donné, évidemment, ça a des limites. Et je pense qu'il ne faut pas non plus, effectivement, être dans la panique morale, mais il faut être conscient qu'on est dans une société de consommation individualiste, capitaliste, néolibérale, avec l'introduction même de plus en plus d'une désolidarisation de la société au profit de principes utilisateurs-payeurs, socialisation des dettes, privatisation des profits. Je pense qu'il y a un contexte là qui explique beaucoup ce qu'on observe. La croissance finie dans un monde infini, la marchandisation aussi, puis la commercialisation de l'éducation qui mène justement à le diplôme à tout prix au détriment de l'apprentissage, qui soutient l'approche un peu clientéliste qu'on voit de plus en plus et qui favorise la compétition en utilisant tout ce qui existe, les produits psychoactifs pour s'aider.
Puis on peut ajouter les critères de beauté et autres attentes. Donc, évidemment, tout ça, cette consommation-là, j'amène un point de vue nuancé, mais quand elle est la seule façon de fonctionner, elle peut devenir toxique et problématique. Et je pense qu'il faut favoriser des alternatives, car il y en a. Mais évidemment, ne pas tomber non plus dans la panique morale, s'aider ponctuellement de quelque chose. Bon, je prends pas position sur licite ou pas. Il y a des produits licites. Ça peut être correct, adaptatif, mais il faut être très vigilant et je pense qu'il faut remettre en question le modèle social qui favorise cette surconsommation-là. Merci.